En ce sens, pour l'ontogénèse, il n'y a plus de nature. Vous avez une demi-heure. Oh, pardon. Elle ne peut être saisie en tant que telle. Cette nature est toujours sous une forme, un montage, soit naturel, soit originel. Ce serait là une première mesure et qualité de l'homme synthétique, de notre corps actuel, de son être-là, avec l'homme de l'ontogénèse, le corps synthétique. Il en est fini à jamais de la nature, pour laisser place à l'animal phénoménologique. Tous les débats du type nature-culture, réification fixiste et réduction anthropologique, eux aussi sont exclus et doivent laisser place au rapport des éléments historiques de l'homme originel, naturel, synthétique. Ces rapports peuvent être définis comme une problématique programmatique. Voilà. Je pense qu'il faut s'arrêter. Si on se base là-dessus. C'est comme ça qu'on avait fait dans les premiers temps, au tout début, si tu veux, de cet atelier, après une année pendant laquelle on avait fait des rencontres autour d'un intervenant. Après, on a fait des ateliers, on avait commencé comme ça. C'est-à-dire qu'on allait vraiment, on faisait, tu vois, un truc par un truc. Mais c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Mais c'était... alors, au bout d'un certain temps, certains ont dit qu'ils voulaient changer, etc. Mais effectivement, donc, on peut reprendre ces deux formes de travail différentes. De boulot. Bah, quand c'est un peu fermé comme ça... C'est-à-dire que, effectivement, si tu balayes, si tu veux, sur 3 pages, bon, tu trouveras toujours quelques trucs que tu as compris, quoi. C'est la probabilité plus grande. Si tu te bases sur un paragraphe, parfois c'est difficile, parce que parfois même tu peux voir la solution après, mais c'est vrai que c'est une autre approche. Quoi. Donc là, c'est peut-être pas mauvais de se remettre un peu à cette approche-là. Ben là, en l'occurrence, c'est complet, quoi, non? À part la fin et toutes les... Ben, je pense que ce qui pose problème dans ce petit texte, c'est la notion de nature. Ah oui. Et là encore... De quelle nature parle-t-il? Le matérialisme, alors, donc du coup, on peut superposer ça, quoi. Est-ce que là, justement, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi, là aussi, un peu transcendantal, quoi, donc... la nature de la nature, quoi. Qu'est-ce que c'est qui te... Est-ce qu'on n'est pas justement... là, c'est ce qu'il dit, après tous les débats du type nature-culture, réification fixiste, réduction anthropologique, eux aussi sont exclus. Tu dois laisser place au rapport des éléments historiques. Hein, donc, c'est l'histoire développement historique, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui de l'homme originel, naturel, synthétique. Donc, est-ce que là, il ne lutte pas, justement, un peu contre là aussi une vision trop subjecto-centrée, enfin, transcendantale, un peu de l'idée de nature qui viendrait comme ça couronner couronner un savoir, ce sens. Bah, quand il y a son schéma en 3 étapes, physique, ontologique et anthropologique, on n'a pas ces 3 étapes, justement, avec synthétique sur anthropologique. Là, c'était les 3 étapes, oui, c'était pas anthropologique, c'est pas une étape, c'est la dernière, ontogénèse. Oui, ça, c'était pour l'identitaire, c'était pour le processus identitaire, je crois. Et donc, cette 3e étape n'est pas celle qui amène à l'homme synthétique? Oui, non, mais pourquoi il dit en ce sens, pour l'ontogénèse, il n'y a plus de nature? Pour l'ontogénèse. Parce qu'il pourrait laisser penser qu'il y en a une avant. C'est lié au paragraphe d'avant, parce qu'il dit en ce sens. Donc là, il fait référence à la phrase d'avant. L'expérience qui manque au jugement synthétique a priori des plantes n'est autre que ce processus synthétique qui ne peut être qu'en donnant l'existence à l'originel et au naturel. Donc c'est parce que Kant il a court-circuité tout ça. Ne pas vous aider. Et ne pas m'aider moi. Le concept de nature, il est chez Marx. Oui. Dans le
Capital, par exemple, ou même dans l'idéologie allemande, la nature renvoie à un champ de détermination, je dirais, préexistant à la culture, mais qui continue à agir à la fois comme ressource de la production et comme champ de contraintes à respecter et qui détermine la production. Ici, est-ce que c'est de cette nature-là qu'on parle? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on parle ici du concept, mais je me trompe peut-être, hein, du concept de nature humaine. Ah, c'est ça. Dès qu'on est... En fait, la phrase en ce sens... Moi, c'est comme ça que je la comprends. Je me gourre peut-être complètement. Hein. Mais l'avantage de ma lecture, c'est qu'elle est cohérente avec ce qui précède. Enfin, je pense. La phrase « en ce sens, pour l'ontogenèse, il n'y a plus de nature », on pourrait la traduire, il faut la traduire, hein, de la manière suivante, moi je la traduirais comme ça, en ce sens, dans la perspective dans la perspective ontogénétique telle qu'elle est définie comme troisième moment, troisième étape si on veut, la notion de nature humaine n'a plus cours. Car la notion de nature humaine est réductrice et ne permet pas de penser la continuité de l'homme naturel enfin, la continuité de l'originel et du naturel dans le corps sujet comme une histoire, comme un processus. Elle est fixiste. Tous les débats du type nature-culture, réification fixiste, il y a une réification fixiste, et réduction anthropologique sont exclus et doivent laisser place au rapport des éléments historiques de l'homme originel, naturel, synthétique. Et évidemment, comme ces éléments historiques sont l'objet d'une recherche, d'un questionnement permanent, ils prennent la dimension d'une problématique programmatique. La compréhension de ce processus de lien entre l'original, le naturel et le synthétique n'a pas de fin. Il ne peut pas être l'objet d'un postulat initial, et c'est un programme. Par rapport à Ce qui veut dire que il n'y a pas par rapport à la nature humaine qui est la notion de nature humaine qui est le contraire d'un programme, en ce sens qu'elle pose le principe d'un cadre préétabli dans lequel l'homme se développe. Moi, je voyais même ça, si tu veux, là, puisqu'on est dans on ne se refuse rien. Problématique programmatique, moi je voyais dans le sens politique, c'est-à-dire que ça pouvait justement dépasser la contradiction actuelle, nature-culture, efficacité fixiste, réduction anthropologique. C'est la lutte des classes dans la théorie. Pour déboucher sur du politique. Et voilà, donc je le voyais plutôt comme ça. Programmatique, ça me fait penser quelque chose un peu politique, mais ça n'a pas été ce qui va à peu près aussi avec ses préoccupations. Hein. Donc, je sais pas. Il y a une phrase dans tout ce passage qui ne colle pas nécessairement avec ce que je dis et qui peut peut-être montrer que je raconte des bêtises, me semble-t-il. C'est cette phrase « Cette nature est toujours sous une forme, un montage soit naturel, soit original ». C'est pour ça, moi, du coup, je me base... Parce que si on suit mon point de vue, le montage, il n'est pas soit naturel, soit original. Il est ontogénétique, comme synthèse du naturel et de l'original. Ouais. Donc c'est pas soit, c'est les deux. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence quant à mon interprétation, j'en sais rien. Oui, là je sais pas si... Si tu prends naturel comme matériel, je dirais, tu vois, physique ou biologique, il n'y a pas du coup, il est soit biologique, soit originel en tant que
c'est un mélange de biologique qui est en train de bouger, avec le monde qui bouge biologiquement, et originel, donc c'est jamais pur de l'un ou de l'autre. Non? Ouais. Ouais. C'est comme ça que je l'avais... Oui, la notion de montage, c'est pas la première fois qu'on le voit. Il en parle notamment pour le temps substance, montage, qui est un montage finalement anthropologique, d'après lui. C'est des suites. La notion de montage, intervient souvent donc, avec des éléments basiques, comment effectivement l'être peut produire les premiers linéaments qui permettront la praxis, etc. Donc c'est l'idée de montage. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'idée de montage, ça va à l'encontre de l'idée de nature humaine quasi transcendantale qui serait... c'est au contraire, c'est un truc qui est... c'est anti-transcendantal dans le sens où c'est une combinaison des choses selon la logique de l'être. La logique d'une praxis. Et la logique de la praxis ensuite. Voilà. Le corps sujet, l'homme synthétique, est le produit de sa praxis, qui n'est pas un produit répété, figé, mais qui est l'expression de la diversité, de la complexité et de la variété de cette praxis. D'un côté, et de l'autre côté, l'aspect biologique d'animal social, comme il y a plusieurs animaux sociaux qui ont des comportements... Aussi, oui, mais dedans, tu vas retrouver l'originel et le genre. Tu vas retrouver les deux. Tu crois chez les animaux, je pense. Mais décliné sous une forme singulière, oui. Je dirais propre au corps sujet, c'est-à-dire à la subjectivité. La subjectivité, c'est ça, c'est cette complexité-là. Nous sommes tous à la fois héritiers de nos origines, appartenant à une espèce et déclinant cette unité dans une histoire personnelle, une histoire de groupe, une histoire de civilisation, de société, qui est toujours singulière et qui fait que la nature humaine, elle ne peut pas exister parce qu'elle se renouvelle sans arrêt dans la praxis. Voilà. En fait, elle n'existe pas, elle ne se renouvelle pas, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est des hommes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire sur les hommes qui existent, mais qu'on ne peut surtout pas dire qu'ils sont tous formatés de la même façon. C'est ça, ouais. Avec une nature commune. Voilà. Et moi, ça, j'y crois profondément. Oui, déjà, l'éternité de ce terme-là. Je pense que toute réduction de l'homme à un principe ou à une nature unique, quelles qu'en soient les motivations, est réductrice. Voilà. Et qu'une des grandes difficultés de la compréhension des gens d'une autre époque ou d'un autre pays, c'est qu'il faut faire le détour par la compréhension de leur propre production, en quelque sorte, dans la praxis, détour qui n'est évidemment jamais terminé. On n'a jamais fini d'épuiser, on n'a jamais épuisé cet effort. Mais c'est pourtant l'effort qui donne sens à l'intercompréhension. Sinon, on est dans le jugement a priori. Celui-là, c'est un arabe, celui-là, c'est un juif, où tous les hommes ne pensent qu'en fonction de leur intérêt, ou n'agissent qu'en fonction de leur intérêt, ou voilà, des phrases comme ça, on en a tous les jours, et chacun a son idée de la nature humaine, tous les systèmes aussi. Mais pour autant, c'est forcément réducteur, fixiste. Alors, là, ce que je ne comprends pas, parce que je ne connais pas Kant, la partie synthétique. Donc, il y a une sorte de triolet. Mais là c'est plus la synthèse a priori qui s'opère dans la connaissance, c'est la l'synthèse de la praxis, celle qui s'opère dans la praxis. C'est dans la praxis. Oui. L'homme synthétique, c'est l'homme de la praxis. Ouais. L'homme du jugement synthétique a priori, c'est l'homme de la connaissance. Oui, alors là, du coup, c'est synthèse de la praxis. Là, c'est plus dans le même sens, je pense. Synthétique, il dit à propos d'une synthèse de l'homme originel et de l'homme naturel, finalement. Ça c'est une des difficultés de l'écriture de Kluskar, c'est qu'il a tendance à phagocyter des concepts
dans 2 pages, a employé le même mot avec derrière 2 concepts différents. Ça, c'est compliqué. Rappelez-vous, sur l'Oedipe, à un moment, dans le bouquin, il y a un moment où il reprend l'idée de l'Oedipe. Et là, dans le passage d'avant, il n'est pas très fixiste. Dans le passage d'avant, il dit, pour être définitif, l'imposture de l'Oedipe. Voilà. Ça, c'est vrai, j'ai remarqué. Mais d'où l'intérêt de lire au microscope, parce que la lecture au microscope, elle oblige à chaque passage à recontextualiser le passage. Alors elle présente un inconvénient, c'est que la vision d'ensemble a tendance à s'estomper en même temps. C'est-à-dire que, mais bon. Les bouquins, les textes qui sont intéressants, qui en valent le coup, moi j'essaye toujours de les lire d'un trait et ensuite au microscope. Des fois on a des surprises, on croit avoir compris et ça ne marche pas. Alors après, je pense qu'après ça devient un peu plus simple quand même. Premièrement. Donc on est dans une problématique programmatique qu'il va détailler. Premièrement, l'ontogénèse est une fin et un commencement. On voit pourquoi c'est une fin. Elle est la fin de l'homme pré-synthétique en quelque sorte. Et le commencement d'un champ de transformation de l'homme dans la praxis nouveau, qui est le champ de la subjectivité émergée. Elle a accompli l'ontologie temporelle, elle affirme l'individu en son rôle de reproduction du genre, d'existence de l'être. Alors ici, il emploie le terme d'individu, moi je suis très pointilleux sur l'utilisation de ce terme-là, je pense que... Enfin, en même temps, il a un sens, hein. C'est l'individu en tant qu'entité humaine singulière. Voilà. Mais il ne faut pas y voir autre chose, c'est pas l'individu désirant du monde capitaliste complexifie en marchant, c'est pas une synthèse a priori au moment du passage, c'est un passage qui s'opère au moment de l'émergence de la synthèse, mais cette synthèse se produit dans l'histoire, dans le temps, et ce qui apparaît déjà comme un phénomène à méditer en tant que phénomène commun, la finitude vivante, entre parenthèses vivante, ce qui achève l'un et le début de l'autre, c'est la double face du même phénomène, les deux côtés de la vie. Alors, ça c'est très compliqué, parce que la finitude, elle arrive un peu, on peut dire comme un cheveu sur la soupe, mais sans doute pas. Mais dans un premier temps, là, on la reçoit, enfin moi en tout cas, un peu comme ça. Et ce qui apparaît déjà comme un phénomène à méditer en tant que phénomène commun à tous, sans doute, la finitude. C'est-à-dire qu'elle apparaîtrait, la finitude, avec l'idée de la finitude de la vie et puis de la connaissance de la mort, c'est ça. Du sujet donc, non ? La finitude, qu'est-ce que ça peut vouloir dire si on fait de l'analyse de texte? L'étape est franchie de l'individu. Enfin là, du coup, je le relis comme chez Simondon. Une étape d'individuation est atteinte. Hein, on a une finitude, on a quelque chose qui est franchi dans le temps. On est passé dans la constitution d'un sujet. Est-ce que c'est pas la connaissance de ta finitude, puisqu'il marque vivante après? Oui, la mais c'est ça. finitude vivante. Donc la finitude, finalement, tu passes d'un état animal à... Non, je veux dire, c'est que chacun atteint a conscience de ça, ou pas. Là c'est général, là, je pense, parce que... Tu crois que c'est général que la question de la praxis est intériorisée et, non, pas ça. Là, je pense qu'il était... Enfin, moi, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais donc c'est plutôt la finitude, de la vie. La connaissance, effectivement, qu'a l'homme de sa propre mort, quoi, alors que l'animal l'a pas a priori. Je crois que tant qu'on est dans la logique du genre,
la finitude n'existe pas. Le genre peut disparaître, Ah oui. mais il disparaît contre le processus de sa reproduction et de sa persistance dans le genre. Bon. Et il n'y a personne à ce moment-là pour constater la disparition du genre. Par contre, dans l'ontogénèse, c'est-à-dire le moment où le corps sujet existe en tant que tel, comme être synthétique, comme homme synthétique, et doté de sa subjectivité et d'une conscience de la mort, au moins la conscience intuitive de la mort de lui, de soi-même, pas de la mort de l'espèce. La conscience de la mort, c'est la conscience de la finitude. On est fini. C'est le sujet qui est fini, c'est pas l'espèce. Ça, c'est ce que je dis, le sujet. Seul le sujet est fini, finalement. Mais il est fini lorsqu'il a conscience de ça. C'est-à-dire qu'un gamin qui n'a pas conscience de ça, il va mourir sans... Oui, parce qu'il est encore qu'imparfaitement comme synthétique. C'est ça. Très vite, ils ont... C'est pour ça que je disais conscience. Comment? C'est pour ça que je parlais qu'il est atteint. Oui, non, mais je crois que tu as raison. Hein. D'ailleurs, je pense que l'hypothèse de la finitude qui est liée à la mort me semble pas inconcevable, parce que quand même, 2 paragraphes après, 10 lignes plus loin, il te dit une vie pour une mort. Donc, on vit, tu vis pour mourir, quoi. Voilà, donc c'est mort déjà contenue en sa vie. Donc, je pense que la finitude dont il veut parler là, c'est l'aspect de la vie finie, et donc de la mort qui est à la fin. Mais je ne pense pas que ce soit dans une perspective négative, si tu veux, puisque je pense qu'après, il te dit la vie et la mort ne seraient-elles que l'administration du genre et de l'individu, un accomplissement machinal. Oui, c'est-à-dire que la mort, c'est un service de l'évolutionnisme, quoi, finalement, et c'est peut-être la raison pour laquelle il te dit au début, si le grain ne meurt, c'est-à-dire si le grain ne mourrait pas, il n'y aurait pas d'évolutionnisme, puisqu'il n'y aurait pas... voilà, donc ça fait partie du package, quoi. Enfin, et donc je pense que l'idée même de la... il a dit avant, je crois d'ailleurs, hein, que l'idée l'idée que l'homme va mourir est tout à fait motrice aussi dans le développement anthropologique, dans le développement social. C'est-à-dire que c'est pas rien de savoir que tu vas mourir, donc c'est pas sans cause au niveau du développement en général social, anthropologique, quoi. Donc le truc, c'est... Hein? On peut dire que ça fait partie même des... Ah là, donc, non, mais c'est à comparer avec les animaux qui n'ont pas cette... Alors après, c'est une... Si tu compares peut-être avec les animaux, je dirais que c'est une temporalité, parce que l'animal, il sait qu'il va mourir à un moment donné. Il le sait. S'il est en train de mourir. S'il est devant un état de je sais pas, moi je viens justement... Ah oui, oui. Oh, il va voir, il sait que là, il va mourir là, bientôt. Dans les secondes qui vont suivre. Il le sait. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai il y a quelque chose qui va se passer, dont il a conscience, on le voit. Enfin, donc moi, je viens de la campagne, on tuer les animaux. Les animaux le savent, qu'ils vont mourir. Ils le savent avant de mourir. Et donc, enfin bon, tu peux toujours dire que c'est juste le propre de l'homme, mais non. Mais ça, tu rejoins l'idée que j'ai déjà énoncée, c'est que je crois qu'il ne faut pas en finir trop vite avec la notion de subjectivité animale. Oui. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la subjectivité humaine, il faut la prendre dans sa spécificité, mais... ouais, t'as raison, c'est ça, en fait. Je suis pas totalement convaincu que les choses soient aussi radicalement tranchées que ça. Ce qui ne plaide pas contre Kluskar, mais plutôt pour un approfondissement de Kluskar,
dans l'idée d'une continuité du règne animal et de l'exploration des spécificités. L'homme a développé dans sa praxis des aptitudes à penser sa finitude d'une manière beaucoup plus anticipée Et oui, voilà. que certains animaux, C'est ça. que les animaux développés. On peut le regarder comme ça. Donc une construction. Mais c'est pas pour autant qu'il faut penser qu'un chien n'a pas conscience du fait qu'il est en danger quand il a un ours en face de lui qui va lui casser la gueule. Voilà. Il y a plutôt intérêt. Bon, moi, je vous l'ai peut-être déjà dit, j'ai travaillé dans les abattoirs quand j'étais jeune. Bon, les animaux sentent qu'il va se passer quelque chose de très radical pour eux. Hein. Ça, c'est clair. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer d'ailleurs. Les abattoirs américains maintenant diffusent de la musique classique avant l'abattage. C'est une grande nouvelle. J'ai appris ça sur France Info. C'est cool. C'est cool. Pour les détendre. Cool, comme tu dis, ouais. Alors Avec un rôle. le journaliste, avec une certaine malice, faisait remarquer que détendre l'animal, c'était rendre la chair plus vendable. Ah oui, oui. Surtout et avant toute chose. Et c'est certainement pas faire son bonheur. Carayan. Ah oui, Carayan. Je sais pas. Enfin, moi, On peut les détendre avec un peu de hard rock, un peu de... Je crois que c'est pire encore. Alors, je continue. Une relève, une relance alors, on va bien d'une finitude à une autre, et c'est la même, ce qui serait désespérance, allégeance à l'être de Spinoza, où il ne se passe rien, où il n'y a pas de devenir. Dès que le mot Spinoza est prononcé, tout le monde baisse la tête. Mais vous savez, c'est pas la première fois que je me remarque. Voilà, bon, on va essayer un peu de... Tu veux dire deux mots Sur Spinoza Spinoza? Je dois dire que là, ça me laisse un peu sec. Alors, ce qui achève l'un et le début de l'autre, c'est la double face du même phénomène, les deux côtés de la vie. Une relève, une relance alors, ou bien on va bien d'une finitude à une autre, et c'est la même, ce qui serait désespérance, allégeance à l'être de Spinoza, où il ne se passe rien, où il n'y a pas de devenir. Déjà d'une finitude à l'autre, à une autre. Donc ça veut dire quoi? Parce que pour moi, il n'y en a qu'une finitude. Bon, il y a la vie et la mort, ça c'est vrai. Enfin, c'est un peu la même quand même, hein, parce que la finitude de la vie, sans la finitude que représente la mort, c'est pas tellement de... Donc de quelle finitude? Quand on va d'une finitude à une autre, il faut qu'il y en ait deux quand même au moins. Et c'est la même. Alors, ah oui, c'est la même, c'est peut-être la même. Alors. La vie à la mort, peut-être, ce qui serait désespérance, allégeance à l'être de Spinoza. Je crois que ce qui est visé, c'est les pas de finitudes en jeu, les subjectivités en jeu, dans le rôle de reproduction du genre et d'existence de l'être. Où est-ce que c'est marqué? L'ontogénèse est une fin, bas de la page 172. L'ontogénèse est une fin et un commencement. Elle a accompli l'ontologie temporelle, elle affirme l'individu en son rôle de reproduction du genre et d'existence de l'être. Elle est aussi le commencement de l'ontogénèse proprement dite, le fondement de toute une édification synthétique, et ce qui apparaît déjà comme un phénomène à méditer en tant que phénomène commun, la finitude. Ce qui achève, parce que la finitude est la condition de la reproduction, sinon l'espèce meurt, donc la mort est la condition de la vie, mais la vie de l'un naît de l'aptitude à mourir de l'autre. Ce qui achève l'un est le début de l'autre. Ce qui achève l'un, donner la vie, c'est s'achever. Ce qui achève l'un est le début de l'autre. Le début de l'autre. C'est la double face du même phénomène, les deux côtés de la vie. Une relève, une relance alors, s'agit-il simplement d'une problématique de substitution d'un être à un autre, auquel cas on se trouve dans l'option spinoziste, l'option d'une ontologie sans l'histoire. Chez Spinoza, il y a l'être totalement immanent, nous en participons tous, nous sommes tous des modes de l'existence de Dieu,
Donc il n'y a pas de transcendance chez Spinoza. Quelque part, on est tous des dieux. Enfin, en tout cas, nous participons tous du divin unique. Mais en même temps, ce divin n'a pas d'histoire. Il n'y a pas de praxis. Spinoza aborde la question de la relation entre les hommes, et donc d'une certaine façon la question de la praxis, il les aborde sous l'angle de la question des passions et de la politique, et pas sous l'angle de l'ontologie, à ma connaissance en tout cas. Alors, je dis bien à ma connaissance parce que l'éthique est un texte extrêmement difficile, que personnellement j'ai eu à lire depuis le début de mes études de philo, et c'est un texte extrêmement complexe qui exige des lectures, des relectures pour être sérieux, pour pouvoir parler de Spinoza sérieusement. J'ai lu aussi des bouquins sur Spinoza, naturellement, des commentaires de Spinoza, etc., qui d'ailleurs sont souvent divergents sur la question de l'ontologie spinoziste, avec une vision d'un Spinoza déterministe, une vision d'un Spinoza philosophe de la liberté. Les deux ont été défendus. C'est une lecture passionnante, mais on n'en a jamais fini, la lecture de Spinoza. Spinoza, c'est vraiment un astre très particulier, enfin pour moi en tout cas, dans l'histoire de la philosophie. Bon. Donc moi, c'est la compréhension que j'ai de Spinoza. Voilà. Auquel cas, ce qui est dit là semblerait laisser penser qu'il est d'accord avec moi là-dessus. Bon. Donc on est sur une question. Cette question, c'est est-ce que l'individu affirmé dans son rôle de reproduction du genre d'existence de l'être est finalement dans une pure logique de relève au sein du genre, auquel cas il n'y a pas d'histoire, ou est-ce que la praxis fait que la question de la finitude se renouvelle dans le mouvement même de l'individu, dans sa mort naissante, dans le fait qu'en mourant il donne naissance, en s'achevant il donne naissance à une autre ontogénèse, un nouveau processus d'ontogénèse. Et après, il développe la finitude en tant qu'entrée et sortie de l'ontogénèse sera une donnée de référence de la phénoménologie. La phénoménologie, c'est l'histoire. C'est-à-dire que là, à mon avis, là il répond non à la question posée au sujet de la vision spinoziste. Elle permet bien de reconstituer l'achèvement de l'ontologie temporelle et le commencement de l'ontogénèse. C'est bien la double face de la subjectivité, le parcours de vie et de mort du sujet, une vie pour une mort, mort déjà contenue en sa vie, l'échange est d'une telle évidence qu'il rend la mort banale et présente. Ce qui fait l'existence est une finitude que l'on apprend pour en mourir, on ne meurt qu'à soi-même. Le paradoxe, c'est qu'on ne s'approprie que sa mort. Quelle ambiguïté de la finitude, pour vivre et pour mourir. Et Heidegger serait ici, il dirait... c'est de là que vient l'angoisse. C'est le principe qui fait le genre, l'échange, la divin sablier, la loi du genre, l'équité de la nature, l'étalon de l'équité de la nature parce que tout le monde meurt, l'étalon de toute chose. Je lève le bras, là, comme je suis dentiste. Oui. C'est le principe qui fait le genre. Alors, quel principe? Voilà. Alors, l'échange, deux points d'échange, c'est l'échange, alors, le principe. L'échange d'un divin sablier. Non, le principe c'est la vie pour une mort. Une vie pour une mort. Oui, d'accord. C'est de ça qu'il référait. Ouais. Alors pourquoi les deux points? Après, non, là,
J'essaie de comprendre cette phrase parce qu'il y a pas mal d'éléments là qui arrivent. L'échange, la loi, l'équité, l'étalon de toute chose. Si sa phrase est correcte, et elles le sont pratiquement toujours, donc ça doit vouloir dire quelque chose, mais... Ben, l'échange, c'est le temps. L'échange, d'un divin sablier, ouais, c'est le temps. La loi du genre. Alors, dans quel sens le temps? L'échange. L'échange, parce que l'échange, il en a parlé avant. L'échange, c'est la succession. Une subjectivité s'échange à une autre. Voilà, donc il y a le temps. Il y a le temps de l'échange. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, c'est oui, je comprends. Hein. La loi du genre, l'équité de la nature, tout le monde meurt et tout le monde engendre. L'étalon de toute chose. D'accord. Oui, seule la mort est juste. Seule la mort est juste. Tout le monde. Je trouve que ça, c'est. Il y a une petite licence littéraire. Hein, oh, c'est pas mal quand même. Oui, seule la mort est juste. C'est ce que les nazis auraient pu mettre à l'entrée des camps de concentration. Quoi? Ce genre de phrase, ça me fait toujours un peu frémir. Quoi donc? Seule la mort est juste. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est Brutus qui dit ça, César. L'évolutionnisme est porteur d'une telle régulation des naissances, par la sélection naturelle et l'adaptation au milieu, que l'on se demande à quelle fin ou à quelle sans fin, que l'évolutionnisme n'est pas de fin nous semble, vous savez que je lis très mal, hein, vous allez mesurer, anthropologiquement parlant, aussi étonnant que s'il avait une fin. Que l'évolutionnisme n'est pas de fin nous semble, anthropologiquement parlant, aussi étonnant que s'il avait une fin. La vie et la mort ne seraient-elles que l'administration du genre et de l'individu, un accomplissement machinal? Pourtant la subjectivité n'apparaît-elle pas, démiurgique, production d'existence? Il y a bien échange d'une finitude et d'une finitude du genre humain, qui n'est plus celui de la vie et de la mort, mais donation d'existence par le consentement même de la mort, non plus une vie pour une mort, mais une vie pour une vie, l'immanence, mort et résurrection. C'est le thème de toute religion et mythologie, car essence de l'humain qui ne fait que reprendre la germination, le passage d'existence, si le grain ne meurt. Moi je trouve que le début de ce paragraphe et ce qui avait précédé avait une tonalité assez heideggerienne, et à la fin, il renverse totalement la perspective en disant que l'apprentissage de la finitude n'est pas génératrice de l'angoisse, qui naît de la certitude de la mort et de la perception par le Dasein de la mort, enfin la perception, de l'intuition par le Dasein de sa propre mort, mais c'est la condition et l'expression de la vie. Oui, de la dynamique, hein, c'est ça qui fait la... C'est le passage à la vie. La mort, c'est le passage à la vie, d'une certaine façon. D'ailleurs, pour le jeu de la vie et de la mort. Je pense qu'après, je crois me souvenir qu'après, il parle de l'angoisse également, bon, comme Heidegger peut-être, mais pour dire qu'effectivement l'angoisse est dynamique quelque part, parce qu'il faut sortir de l'angoisse, donc c'est quand même quelque chose qui est porteur, quoi, le fait même de connaissance de ta finitude. Et c'est peut-être pour ça qu'il dit à la fin, si le grain ne meurt, si le grain ne mourrait pas, eh bien, il n'y aurait pas de dynamique. Non, quand je dis si le grain ne meurt, ça veut dire, du coup, si le grain ne meurt, c'est tout le genre qui risque de mourir dans le grain, du genre. Ah oui, oui. Si le grain ne se... Et l'angoisse, elle est peut-être simplement dans la disparition du genre. Bien sûr, si le grain ne meurt pas, c'est-à-dire que s'il reste comme ça sur la terre, eh bien, il ne portera pas de fruits et il ne fera pas de descendance. Donc, il n'y aura pas de dynamique, il n'y aura plus de dynamique, la dynamique s'arrêtera là, quoi. Si le grain ne meurt, ça veut dire aussi qu'il y a un grain. Il y a un grain qui a... Le grain, il meurt pour donner une plante. Pour donner oui, mais déjà, il a une unité
biologique qui est le grain. Oui, oui, mais il se transforme en une plante. Mais s'il reste comme ça veut dire que s'il n'est pas... Là, la faculté de germination des graines, c'est pas 100%. Hein. Voilà, c'est pour Il y ça. a énormément de graines qui ne font... en agriculture, c'est connu. Quoi. Il y a un certain taux de germination et il y a des grains qui ne donnent rien. Quoi. Et il y a aussi bien le risque d'une disparition du grain lui-même, comme naturel, de façon naturelle. J'ai l'impression l'angoisse, est-ce qu'elle n'est pas là? C'est-à-dire que je pense que si il voit, si tu veux, la mort non pas comme un truc, il voit comme un truc moteur et dynamique dans la perspective du développement. Oui, d'accord. Et après, le fait qu'il y ait grain, qu'il y ait une unité comme ça, est-ce qu'il n'y a pas l'humanité qui est un grain qui peut aussi disparaître Ouais, si le grain ne meurt, c'est-à-dire si tu ne savais pas que tu as été fini, que les humains ne savaient pas qu'ils étaient finis, à ce moment-là, ils n'auraient pas pu développer la même dynamique que si ils l'avaient été. Quoi. Et comme ils l'ont été, ils ont effectivement développé cette dynamique, mais si moi j'ai l'impression, je le lis comme ça, si le grain ne meurt, ça veut dire que effectivement le côté dynamisant du savoir de la finitude. C'est-à-dire, il va effectivement... C'est pour ça que l'approche réductionniste organique, parfois, peut être très réductrice. Quoi. Parce que là, effectivement, ça c'est des choses qui ne sont pas au niveau organique, tu ne les vois pas. C'est comme la survie aussi, quoi. C'est-à-dire c'est quand même des dimensions quasi philosophiques, enfin je sais pas comment dire, quoi. La connaissance de la finitude, c'est quand même quelque chose qui n'est pas d'ordre purement organique, et pourtant, d'après Kouska, j'ai l'impression, ça a un effet dopant, dynamisant pour le développement, comme la survie d'ailleurs. La survie aussi, le fait qu'il faille survivre. Bah justement, c'est ça ce que je veux dire, c'est que si le grain ne meurt, ça renvoie peut-être à un cadre naturel, je ne sais pas, qui fait que l'homme n'existait pas depuis toujours et il n'existera pas toujours. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il veut dire là, comme un peu pour la survie, c'est que finalement, s'il n'y a pas connaissance de cette finitude-là, il n'y aurait pas eu sans doute un développement humain comme on a pu le constater. Quoi. Donc je crois que c'est comme ça C'est une métaphore, le grain, là, du coup, c'est la métaphore de l'humanité comme concentrée, comme dans ce... Si l'humanité n'avait pas connaissance de sa finitude, de sa propre finitude, elle mourrait. Peut-être quoi. Disons que c'est la mort, c'est la connaissance peut-être de la finitude qui fait qu'elle développe en réaction à l'angoisse finalement, elle est à survivre, etc., qui fait que l'humanité dans sa globalité ne meurt pas. Quoi. Peut-être c'est pour ça. Sinon je ne vois pas, quoi, parce que je crois qu'au niveau... si le grain ne meurt, ça veut dire tu jettes des grains, s'il ne meurt pas, il reste en terre, d'accord, mais il ne fera pas de... Enfin, moi je crois que ce passage-là sans le dire, est une reprise critique de Heidegger. Ah, ça sans doute, oui, c'est parce que l'ontologie heideggerienne, l'ontologie du Dasein, fait de la conscience de la mort un existentiel, c'est-à-dire une des données essentielles
de l'existence humaine. Et cet existential est associé à l'idée de l'angoisse. C'est cette conscience de la mort qui génère l'angoisse, qui met le sujet dans la quête de l'être. Vous savez, pour Heidegger, l'homme, le Dasein, c'est l'étant qui a le sens de l'être et qui a plus que le sens de l'être, qui se pose la question de l'être. C'est le seul qui se pose la question de l'être. Et là, on est sur un des points essentiels d'ancrage d'une philosophie heideggerienne que moi je qualifie de nihiliste et de profondément désespérante. Et lui, ce qu'il dit, c'est que cette conscience de la mort n'est pas négative, mais qu'elle part. Alors bien sûr, elle doit générer de l'angoisse, naturellement, mais elle participe de l'ontologie comme un élément qui est un élément positif, à la fois pour l'espèce, mais pour le sujet lui-même. Ça le pousse à entrer dans la praxis. Ça pousse le corps sujet à entrer dans la praxis, à participer finalement à l'effort commun. Et c'est ce qu'il dit après. Le passage à la vie, le jeu de la vie et la mort, veut dire cette résurrection et renaissance d'une fin qui s'accomplit, alors la fin au sens finalité, fin, pas au sens finalité, qui s'accomplit dans et par un commencement en tant que continuité de l'intentionnalité de l'esprit de l'évolutionnisme. L'esprit, 3 petits points, de l'évolutionnisme. Si rien ne se crée ni ne se perd et tout se transforme, n'est-ce pas que la vie et la mort ne sont que les moyens d'une fin? La subjectivité, alors, la fin c'est quoi? Là c'est peut-être la finalité. La subjectivité alors serait dépositaire de la volonté divine. C'est elle qui serait le moyen, instinct divin, phénoménologie de l'esprit, visitation de l'Esprit Saint, d'interpréter le jeu de la vie et de la mort comme renaissance de ce qu'elle a pu reconnaître d'éternel. C'est là le secret de la création, du procès de production, de Prométhée, de la subjectivité et de la praxis. Le jeu dialectique du naître et du connaître, selon la théorie de la réminiscence, la loi de l'engendrement réciproque du re-naître et du re-connaître, de l'existence et de la connaissance, du réel et du rationnel. Commencer à exister, c'est se reconnaître dans l'être, un commencement à partir d'un acquis. Se reconnaître, c'est renaître. Ainsi s'instaure l'échange qui se fera constitutif du corps sujet, le lieu des morts et de la résurrection qui font l'existence en tant que connaissance et la connaissance en tant qu'existence, le cogito d'abord pré-réflexif. Il faudrait quasiment le reprendre. C'est la praxis qui est le cogito réflexif, c'est ça. Il n'est pas encore réflexif. Ça c'est Sartre, mais moi je sais pas. J'ai acheté le bouquin. Qu'est-ce qu'il dit là? Le cogito pré-réflexif. D'abord pré. Mais là t'en es à la fin. Là. Déjà, mais oui, parce que du coup, le reste me semble évident. Bah, pas évident, mais déjà, moi je bute déjà sur la première phrase. J'ai l'impression qu'il fait le parcours de métaphysique justifié dans le divin, et qu'il rajoute la praxis à la fin de façon rétroactive, en remontant sur cogito très réflexif, donc c'est une préconscience,
C'est ça? Non, ça veut pas dire ça. Une préconscience à travers la praxis. Oui, ce qui est un peu. Ce qui avait une notion. Déjà la première phrase, quoi, je veux dire, le passage à la vie, le jeu de la vie, la mort, je veux dire, alors cette résurrection et cette renaissance, donc c'est à travers les générations, quoi, j'imagine, quoi, cette traduction fonctionne comme ça. d'une fin. Donc là, effectivement, c'est la fin du contraire du commencement. Et renaissance d'une fin, elle s'accomplit dans et par un commencement en tant que continuité de l'intentionnalité de l'esprit de l'évolutionnisme. Alors l'intentionnalité de l'esprit de l'évolutionnisme, en gros, c'est les générations qui se succèdent dans une supposée intentionnalité sans finalité, quoi. Moi, je crois qu'il faut se rapporter à la fin du paragraphe précédent. Fin du paragraphe précédent, il dit « Pourtant, la subjectivité n'apparaît-elle pas, trois petits points, démiurgique, production d'existence, point d'interrogation, il y a bien échange d'une finitude et d'une finitude du genre humain, qui n'est plus celui de la vie et de la mort, mais donation d'existence par le consentement même à la mort, non plus une vie pour une mort, mais une vie pour une vie, immanence, mort et résurrection. » Là, il aborde le thème de la résurrection. C'est le thème de toute religion et mythologie, car essence de l'humain, qui ne fait que reprendre la germination, le passage d'existence, si le grain ne meurt. Donc là, il était un peu dans la mythologie. Biblique. Le passage à la vie, le jeu de la vie et de la mort, donc le thème de la résurrection, présent dans toute religion, d'accord, là il est dans la mythologie. Veut dire cette résurrection et renaissance d'une fin qui s'accomplit dans et par un commencement en tant que continuité de l'intentionnalité de l'esprit, trois petits points de l'évolutionnisme. C'est-à-dire qu'elle traduit dans le langage de la mythologie la logique de l'évolutionnisme. Si rien ne se crée ni ne se perd et tout se transforme, formule qui n'a rien à voir avec une formule biblique, celle-ci, n'est-ce pas que la vie et la mort ne sont que les moyens d'une fin? C'est comme ça que cette capacité de résurrection, en tout cas, non, pas de résurrection, cette capacité de transmission de la vie, interprétée par la religion ou la mythologie comme résurrection, débouche sur l'idée de finalité. Ouais, c'est une transposition. La subjectivité, oui, une transposition. Transposition dans le langage, mythologico-religieux. C'est elle qui serait le moyen, instinct divin, phénoménologie de l'esprit, visitation de l'Esprit Saint, d'interpréter le jeu de la vie et de la mort comme renaissance de ce qu'elle a pu reconnaître d'éternel. Ce qui se joue dans la résurrection humaine, c'est la résurrection divine. C'est l'éternité du Dieu. Et on n'imagine pas un Dieu qui a créé l'homme mortel. En soi, enfin, on l'imagine, mais la contrepartie de la mortalité de l'homme, c'est la reproduction, c'est la transmission de la vie. Car c'est là le secret de la création, du procès de production, de Prométhée, de la subjectivité et de la praxis. Alors évidemment, là, la praxis et le Prométhée, c'est pas tout à fait la même chose, mais un peu la même chose. Oui, enfin, si c'est un peu, c'est pas la même chose, mais en quoi c'est le secret? Ça, c'est une question. Hein. J'avoue que là, je bute un peu.
Là, la fin du paragraphe m'est plus compliquée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est s'il se tient toujours dans la mythologie ou s'il en sort un peu pour la regarder rétrospectivement. Enfin, on ne voit pas bien, car c'est là le secret de la création, du procès de production, le Prométhée de la subjectivité. On ne sait pas à quel niveau trop il se situe, s'il est toujours au niveau mythologique ou s'il redescend. Par rapport à la connaissance, par exemple, comme phénomène humain, enfin, d'hominisation, connaître, bon, il y a bien le net, mais le connaître fait partie de cet élément de transmission hominisée qu'on doit retransmettre. Dans le reconnaître, comme élément oui, de transmission qui ne peut pas s'opérer sans comment dire, si on doit le connaître, le suivant doit encore le connaître. C'est ce qui renverrait à ce que, pour moi, la praxis est la reconnaissance de la praxis antérieure, d'une certaine façon. L'apprentissage d'une connaissance antérieure. Parce que c'est connaître qui n'est pas dans... Il y a bien un être, on voit bien la graine, la métaphore de la graine dans naître et renaître, etc. Mais sur le connaître, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transmission, comment dire, de la praxis, quoi. Puisqu'elle est déjà... C'est un connaître qu'on peut plonger dans le passé très lointain, quoi. Enfin, qui est la partie culturelle, finalement, de l'homme, non? Le connaître. Non, je me trompe, je m'égare. Parce que le rationnel, c'est le connaître. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste ça? Non, mais c'est vrai que là, on ne sait pas trop où il est, quoi. C'est-à-dire que, à partir de la fin de la page 173, quand il dit « c'est le thème de toute religion », quand il parle de mort et de résurrection, là, il y a un passage là, dont manifestement, donc on peut penser qu'il est toujours dans l'interprétation de la mythologie, etc. Et on ne sait pas trop où ça s'arrête. Moi, je pense que ça s'arrête... en fait, il y a deux idées dans ce passage. Il y a l'idée que le thème de la résurrection et du passage à la vie induit l'idée d'une finalité, version mythologie religieuse, mais qu'en même temps, c'est le secret de la création, du procès de production, de Prométhée, de la subjectivité de la pratique, c'est-à-dire, c'est le secret, c'est la chose qui explique en quoi, d'une manière extrêmement constitutive de la subjectivité, la création, le procès de production, Prométhée, je rappelle que Prométhée vole le feu aux dieux, la subjectivité, la praxis, c'est-à-dire les moments où l'homme devient Dieu, en quelque sorte, où l'homme devient sa propre finalité,
Il y a une interprétation religieuse. La finalité, elle est dans un verbe divin qui a fixé le sens En cas de de l'existence, mais elle est aussi dans la praxis, créée dans la praxis, et selon le modèle selon l'exemple, l'exemple pratique de la reconnaissance de la transmission de la vie. Oui, c'est ce qui transmet, c'est la connaissance. Là. Du coup, c'est plus la vie. Mais le texte est compliqué. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses. Il y a On deux sait choses. pas- on ne sait pas où il est. Quoi. Moi, je vois une césure au quart, car c'est le secret de la création.